À Madagascar, on a demandé à l'armée de tirer sur des civils et de les tuer. Évidemment, quand on tire sur des gens, ce n'est pas pour donner les patates ou les biscuits, c'est pour les éliminer. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que l'armée a tiré sur des civils en réalité? On va découvrir une vérité explosive mais cachée sur ce qui s'est passé à Madagascar. On y va tout de suite. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir, sans plus tarder. Vous savez, on le fait généralement pour tirer des leçons. C'est très important. C'est de la géopolitique, mais dans l'objectif de comprendre et de développer un mental solide. On y va. Qu'est-ce qui se passe réellement à Madagascar? Il y a une crise politique effroyable dans ce pays. Des manifestations menées par des jeunes ont éclaté en fin septembre. En effet, des réactions fortes. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles il y a eu des manifestations brutales à Madagascar? La réaction est causée aux pénuries d'électricité, aux pénuries d'eau, à la corruption et aux difficultés économiques. Alors, pénurie d'électricité, on se pose beaucoup de questions pour savoir pourquoi on se fâcherait pour l'électricité. Apparemment, c'est commun en Afrique de ne pas avoir d'électricité. En tout cas, c'est commun pour vous. Les Malagasy ne sont pas prêts à accepter la bêtise. Ils ne vivront pas comme esclaves pourvu qu'ils aient la vie. Ils se battront pour ce qu'il y a de meilleur pour eux. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles il y a pénurie d'électricité? Premièrement, il y a infrastructure vieillissante. Les réseaux électriques, évidemment, et les installations de production de Madagascar sont vétustes et vieux, donc, et sont mal entretenus depuis un temps. Vous savez, généralement en Afrique, et ce n'est pas limité au Madagascar, vous verrez, beaucoup d'infrastructures ont été créées et laissées par des colons et n'ont jamais été mises au point, mises à jour. Jamais. C'est bien triste. Vous verrez, généralement, même un Africain, en général, à la moyenne, peut se procurer une très belle voiture, mais n'ira faire le service de la voiture que quand la voiture commencera à cracher de la fumée. Au lieu de suivre ce qui est écrit dans le livre, après 20 000 km, il faut aller faire ce qu'il faut faire. Non, lui attendra quand la voiture commence à tituber, alors là, il va aller faire le travail. Alors, c'est exactement ce qui s'est passé avec les infrastructures à Madagascar. Généralement, vous savez, quand on a construit ces histoires, c'était peut-être pour 10 000 habitants. Aujourd'hui, vous avez fait beaucoup d'enfants, vous en avez 500 000. On ne peut pas s'attendre à ce que les infrastructures fonctionnent de la même façon qu'elles fonctionnaient dans le passé. Décidément, sans le vouloir, il y aura une position de délestage. Et les délestages au Madagascar sont effroyables. L'une des raisons principales pour lesquelles les personnes sont venues dans les rues. Pénurie d'eau. Il n'y a pas d'eau dans le pays. Il y a des difficultés. Les Malagasy accusent une entreprise au nom de Jirama. Jirama est l'entreprise chargée de distribuer l'électricité, l'eau. L'électricité et l'eau n'est pas distribuée équitablement à tout le monde. Et on les accuse de corruption, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont en train de prioriser l'élite d'abord. On envoie le courant et l'eau chez les patrons, chez les corps gouvernementaux, le Sénat, les politiciens, tout le bazar, pendant qu'on néglige le reste du monde. Pourtant, la majorité de la population sont des gens normaux et ils sont sortis dans les rues pour réclamer leurs droits. Corruption. La corruption, évidemment, est l'une des raisons pour lesquelles les Malagasy sont sortis dans les rues. Le gouvernement a été accusé de 16 ans d'inaction. Ils ont ciblé les institutions telles que le Sénat, la commission électorale, disant en 16 ans de position de force, vous n'avez absolument rien fait. En 16 ans, vous n'avez rien fait. C'est un peu comme ce que monsieur le président Paul Biya a dit récemment. Il dit, écoute, il y a encore beaucoup de choses à faire. Monsieur est là depuis 42 ans, je crois, ou 43 ans. Il dit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et d'après lui, au Cameroun, il n'y a personne d'aussi compétente. Il n'y a aucune personne ayant les capacités cérébrales de pouvoir gérer le pays. C'est exclusif, c'est une bénédiction pour le Cameroun, monsieur Biya. Bref, rentrons au Madagascar. On parle ici d'une corruption et de captation élitiste, c'est-à-dire l'élite du pays contrôle le pays. Le reste du monde n'a absolument rien. Donc, c'est la raison pour laquelle la population est sortie dans les rues pour réclamer leurs droits. Et on parle ici de la génération Z, on parle des jeunes personnes. C'est comme au Kenya, ils sont sortis dans les... Ce sont des jeunes personnes qui dirigeront l'avenir du pays. Et ils sont sortis dans les rues. On a demandé à l'armée de tirer sur les gens, comme on le fait généralement, comme on l'a fait au Kenya aussi. Après que l'armée eut tiré sur 2 ou 3 personnes, ça a fait peur à la population révoltante. Et ça marche à plusieurs coups. En tout cas, cette fois-ci, ça n'a pas marché. Le Madagascar est là. Généralement, sur la carte, on les néglige, on ne les montre pas. Il faut le dire. Quand on parle d'Afrique, souvent, on montre que ça. On ne montre pas Madagascar. Et c'est bien triste de voir ça. Et personne ne le remarque, malheureusement. Mais à Madagascar, les gens n'ont pas aimé ça du tout. Ils ont accusé l'administration de Rajolina de favoriser l'élite politique, notamment dans l'accès d'électricité, d'eau et d'autres marchés publics. Donc, ils ont créé un petit groupe de gens qui contrôlent le pays à 100%. Comme on le fait généralement dans vos pays, mais vous êtes des lâches. C'est exactement ce qui se passe dans votre pays, mais vous êtes des lâches parce que vous avez peur de mourir. Et aussi, généralement, dans vos pays, on dira à votre armée de vous tirer dessus, ils vont tirer au-dessus. À Madagascar, c'est pas le cas. L'armée a refusé de tuer la population. C'est ça la fraternité. Qu'on ne vous raconte pas des bêtises. Oh, nous sommes de la même nationalité. Quand même la même nationalité. Quand tu es sorti de la maison de ta mère, on t'a donné un papier. Ta maman t'a donné un papier. Disons ça, il faut regarder avec le voisin, c'est la même chose. Non! Les gens de la même nationalité que toi sont les gens qui sont sortis du ventre de ta mère. Et des gens que tu rencontreras dans la vie qui combattront le combat de la vie à tes côtés. C'est
C'est ça, les gens de ta nationalité. Faut pas raconter des bêtises. Et les histoires qui vous ont été attribuées par les Européens. C'est ça la vraie nationalité. Au Madagascar, l'armée a refusé de tirer sur la population. Chez vous, on va vous finir. On vous finit pour qui? C'est pour l'intérêt de quelqu'un, d'une personne. Quand il faut supporter une personne, là, on fait appel à votre nationalité. Mais quand il faut l'intérêt de tout le monde, là, on ne vous reconnaît pas. On envoie l'armée pour vous finir. Mais attendez. Une unité militaire, la CAPSAT, a rejoint les manifestations et pris le contrôle du site stratégique. Le 12 octobre, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Le président Andry Rajoelina aurait fui à bord d'un avion militaire français. Mais avant cela, qu'est-ce qui s'est passé? Le président a essayé de dissoudre le Parlement. C'est important de dissoudre le Parlement pour garder son pouvoir. Malheureusement, ça n'a pas marché du tout. Parce que la chambre basse du Parlement avait voté la destitution de Rajoelina. Ok, on a demandé à ce que le président soit destitué. Mais il fallait évidemment encore revoir cette histoire. Mais pendant ce temps, le colonel, celui-ci, ce monsieur-là, Michael Randrianirina, excusez-moi, j'ai tué le nom, soutenu par les manifestants, a pris une partie de l'armée et proclamé une prise de pouvoir, dissolvant toutes les institutions. Donc, c'est eux qui gèrent. C'est un peu comme au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Il en faut du courage, okay, de la loyauté à la nation, supposée nation. On ne peut pas avoir une nation si on s'entretue entre soi. Ce n'est pas une nation quand c'est ethniciste et ça priorise un petit groupe spécifique des personnes qui parlent une langue. Ça, ce n'est pas une nation. Okay? Alors, qui était le président Rajoelina? Je sais que beaucoup ne le savent pas. Le président Andry Rajoelina est arrivé au pouvoir à Madagascar en 2009. C'était grâce à quoi? C'était évidemment grâce à une transition soutenue par l'armée. Lui aussi. Est-ce qu'on peut dire que celui qui tue par le paix périra par l'épée? Point d'interrogation. Il est venu par la force, après avoir été par la force. En fait, en effet, dans le passé, c'était une personnalité médiatique prospère qui réussissait. Il a une radio, une télévision, il s'est fait sa réputation comme ça. Et il est venu par la force contre le président précédent. Mais en ce moment-là, je pense que l'Union africaine l'avait rejeté. Madagascar a été suspendu. Il fallait des élections. Après avoir gagné les élections contre le président précédent, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est installé au pouvoir comme président de la République. Mais pendant qu'il est là au pouvoir, jusqu'à présent, rien n'a changé. En tout cas, beaucoup de choses n'ont pas changé du tout. Qu'accusait-il le président précédent? Gouvernance autoritaire, concentration du pouvoir, favoritisme envers des intérêts économiques élitistes. Et qu'est-ce qu'on l'accuse lui aujourd'hui? Ce sont les mêmes histoires. Corruption et manque d'application. Les mêmes histoires pour lesquelles il s'est battu contre le président précédent sont les mêmes histoires pour lesquelles le peuple le combat. C'est donc ça, malheureusement. Vous verrez dans beaucoup de pays africains, l'opposition généralement n'est qu'opposition quand ils n'ont pas d'argent. Ils ne sont pas opposition parce qu'ils veulent vraiment un changement. C'est généralement parce qu'ils sont exclus de la source monétaire. À partir du moment où ils sont inclus, écoutez, ils se taisent. C'est ça la tristesse et le malheur de beaucoup de pays africains. Il faudrait aussi mentionner que M. Rajoelina a eu plusieurs contrats avec la France. Par exemple, les tenues militaires français étaient produits à Madagascar depuis un moment donné. Ce n'était plus en France qu'on les produisait. Parce qu'en France, ça coûtait cher, évidemment. C'était un tender, c'est-à-dire tratraction qu'ils ont fait entre eux pour que le tenue de l'armée française soit produit à Madagascar. C'est-à-dire que monsieur avait des coopérations et des histoires qu'il faisait personnellement avec Emmanuel Macron sans que le peuple n'en soit vraiment au courant. Bien que, visiblement, devant le monde, il réclamait les droits de Madagascar. Il a demandé que la France réinstitue les îles éparses. Il a parlé de beaucoup d'histoires, mais en réalité, il y avait une coopération bien profonde qui se passait entre eux. Le président Malagasy aussi avait une double nationalité. Beaucoup ne le savent peut-être pas, mais le président, évidemment, possède une nationalité française aussi. Bon, moi, je ne sais pas si un président de la République devrait avoir une double nationalité. Je ne sais pas trop. Beaucoup de personnes pensent que ce serait incohérent d'avoir un président et une double nationalité. Au moins, enfin, bref, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'on peut gérer un pays correctement et convenablement en ayant une double nationalité? Beaucoup de personnes l'accusent, le président, de ne pas tout à fait être loyal au Madagascar. Donc voilà ce que c'est. Qui vit par l'épée périra par l'épée, qui rentre par l'épée peut-être sortira par l'épée aussi. Il est lui-même venu par la force. Et maintenant, il est exfiltré par la force. Le président était là pendant un temps. Le peuple l'accuse de n'avoir absolument rien foutu. On accuse son gouvernement de corruption, de sélection, d'élitisme et de tout le bazar. Manque de courant d'électricité a poussé la jeune population de sortir dans les rues. Vous savez, le pouvoir des social médias, c'est plus grand que vous l'osez l'estimer. Les réseaux sociaux, on peut s'en servir pour grandir, évoluer, progresser, ou s'en servir pour remuer les fesses et rire. C'est ça. On peut s'en servir pour recruter les esprits, pour engager une population vers une direction constructive. Ou on peut s'en servir pour remuer les fesses, rire et se moquer. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.